Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons donc pour notre rendez-vous du mardi, le webinaire qui aujourd'hui va porter sur des questions de droit et qui va être porté, enfin qui a été proposé par Gaël Coron. On va retrouver effectivement du droit. On va aussi très explicitement parler aussi d'Europe. Je dirais que c'est aussi des compétences qui existent à l'EHESP et qui ne sont pas souvent mises en visibilité, on va dire, au sein de l'EHESP. Je laisserai le soin à Gaëlle à la fois d'introduire Agathe Vitour, qui est donc docteur en droit public, avocate au cabinet Assens Avocat Conseil. Je rappelle aussi un peu l'organisation générale, c'est-à-dire que d'abord ce webinaire est enregistré, puis ensuite, je dirais, déposé dans notre espace dédié pour permettre de rattraper, je dirais, la session si par hasard vous l'avez raté ou vous êtes obligé d'écourter votre webinaire, enfin votre attention dans ce webinaire pour rejoindre une réunion ou un cours. Je rappelle aussi qu'il y aura un temps qui est consacré aux questions et aux réponses, enfin d'abord aux questions et il y aura les réponses de notre invité. Ça se fait toujours dans l'espace questions et réponses et ça sera soit Gaël, soit moi-même qui relayeront ces questions. Mais sans plus tarder, je laisse la parole à Gaël pour introduire voilà, le propos d'Agathe Vitour, que je remercie d'être parmi nous ce jour. Merci de m'amener la parole. Bonjour tout le monde. On se retrouve pour parler du CEPOM, un outil que dans le champ professionnel, on connaît bien, mais avec une dimension qui peut-être est un peu plus étrange pour certains, c'est de se poser cette question s'il n'y aurait pas aussi une dimension européenne à cet acte qu'on commence à bien connaître. Alors, avant de passer la parole à Maître Vitour, et en lui demandant peut-être de choisir les termes pour se présenter, plutôt que d'éviter de commettre des erreurs, j'aurais aimé lui poser peut-être déjà une première question, c'est-à-dire qu'avant de commencer à discuter de la légalité de ce CEPOM, est-ce qu'elle pourrait nous rappeler d'où il vient, ses sources d'inspiration et les textes qui l'ont imposé dans le secteur social et médico-social. Bonjour à tous, je vous remercie pour cette invitation. Alors pour répondre à cette première question, je vous invite à revenir quelques années en arrière pour s'intéresser à la doctrine administrative qui s'est diffusée depuis une vingtaine d'années et qui a irrigué un certain nombre de réformes. Je renvoie ici au New Public Management et à la nouvelle gestion publique, qui est un mouvement international qui remonte aux années 80 et qui a irrigué un certain nombre de réformes des administrations publiques dans de nombreux pays. Le New Public Management, il est parti de plusieurs constats. Le fait que les États multipliaient leurs missions avec une efficacité discutable, un problème de pilotage dans l'administration, des moyens pas forcément bien contrôlés, un empilement des structures, une insuffisance au niveau de la programmation et de l'évaluation des mesures mises en œuvre et une difficulté à équilibrer les dépenses. Cette doctrine administrative qu'est le New Public Management va conduire à redéfinir l'action publique en recentrant le pilotage national sur des stratégies globales et la fixation d'objectifs, et garder au niveau déconcentré l'exécution et les décisions opérationnelles en privilégiant l'octroi d'enveloppes de dotation. Cette nouvelle doctrine administrative, elle va se doter d'outils nouveaux, rapprocher l'administration du citoyen avec une vague de déconcentration grâce notamment à l'appui d'agences, le remplacement de procédures hiérarchisées par le développement des outils contractuels comprenant des objectifs et des moyens, le développement également d'indicateurs et de suivi des réformes. En France, comme dans nombreux pays, la doctrine du New Public Management a été largement reprise. On a un certain nombre de réformes qui en sont directement
qui sont un héritage direct de cette doctrine. Je pense à la LOLF en 2001, la RGPP en 2007, et puis sur une période beaucoup plus récente, le développement de la contractualisation quinquennale dans de très grands domaines. Aujourd'hui, le CEPOM, il n'est pas propre au secteur social et médico-social. On en trouve dans beaucoup de domaines, mais toujours avec comme point commun des domaines où il y a une technicité particulière qui caractérise l'activité. On va retrouver du CEPOM dans le domaine de la santé, sur le domaine sanitaire. On va retrouver le CEPOM en matière d'éducation, d'habitat, de monuments nationaux, d'archéologie. On va également trouver beaucoup de CEPOM conclus entre l'État et des établissements publics. On va également avoir un certain nombre de CEPOM en matière d'insertion par le travail. Je pense notamment aux ateliers chantiers d'insertion, aux entreprises adaptées. Et sur une période plus récente, le CEPOM est également venu irriguer le secteur social et médico-social avec la loi ASV de 2015 qui est venue rendre obligatoire le CEPOM sur le champ de la personne âgée, donc pour les EHPAD, puis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui a rendu obligatoire le CEPOM sur le champ du handicap. Sur une période plus récente, le CEPOM est également devenu obligatoire sur le champ de l'hébergement d'urgence. Je pense notamment au centre d'hébergement et de réinsertion sociale, les CHRS. Pour un certain nombre d'activités du secteur social et médico-social, le CEPOM demeure encore facultatif, peut-être pas pour très longtemps. En tout cas, c'est un outil qui vient instaurer une pluriannualité des financements, une planification des objectifs. Pour les secteurs où le CEPOM est obligatoire, ce CEPOM est la condition sine qua non d'octroi de financement. La fixation d'objectifs non seulement qualitatifs, mais d'indicateurs de suivi et des points réguliers de dialogue de gestion pour discuter sur l'adéquation des moyens avec les objectifs fixés. Donc, cette doctrine administrative, le New Public Management, a conduit à l'émergence de la contractualisation dans le secteur social et médico-social, mais le CEPOM n'est pas le seul outil témoin de la diffusion de cette doctrine, puisque de manière plus générale, on assiste depuis un certain nombre d'années à de nouveaux outils, à une réflexion nouvelle sur le secteur, qui remonte déjà à la loi de 2002 et à la loi HPST de 2009, avec l'introduction d'outils de planification, une remise à plat de la procédure de délivrance des autorisations avec l'introduction des appels à projets, et puis la création de tout un tas de satellites venant accompagner la prise de décision des politiques publiques avec la création de la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie, les ARS, la Haute Autorité pour la santé et enfin l'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale, l'ANAP. Voilà ce que je pouvais dire sur l'origine du CEPOM sans forcément rentrer dans tous les détails, puisque bien évidemment, vu le format, on ne pourra pas tout évoquer. Merci beaucoup. Introduisons alors le deuxième terme de la discussion qui va être l'Union européenne. A priori, on s'attend peu à la trouver ici et le droit de l'UE, on le voit peu s'appliquer dans nos champs professionnels. Pouvez-vous un peu nous retracer l'historique qui a mis en présence ces interventions de l'Union européenne et les champs professionnels qui sont les nôtres? Alors oui, effectivement, accoler le CEPOM et un sujet très sanitaire ou médico-social peut surprendre avec le droit de l'Union européenne. Mais pour bien comprendre l'interconnexion entre les deux, il faut vraiment revenir sur l'esprit de la construction du droit de l'Union européenne. Donc, comme on peut le voir communément, le droit de l'Union européenne s'est construit sur un postulat économique. C'est-à-dire que la construction de l'Union européenne repose sur la construction d'un régime qui va assurer une concurrence libre et non faussée pour l'instauration d'un marché commun. La philosophie économique qui a prévalu au moment de la construction de l'Union européenne, c'était de dire que la satisfaction des besoins, y compris des besoins d'intérêt général, devait se faire par
le marché lui-même. C'est-à-dire que l'intervention de l'État devait être à titre éminemment subsidiaire et l'État se devait de ne pas intervenir sur le marché pour ne pas fausser la concurrence. Ça, c'est vraiment le postulat économique de départ. Mais, et c'est peu souvent mis en exergue, dès l'origine, dès les premiers textes fondateurs du droit de l'Union européenne, on a des dispositions qui prévoyaient l'intervention étatique au travers l'octroi de financement public auprès d'activités d'intérêt général. C'est-à-dire que dès l'origine de la construction de l'Union européenne, on avait compris que le marché ne pourrait pas permettre la satisfaction de tous les besoins, et notamment des besoins d'intérêt généraux qui s'intéressent à des publics vulnérables. Et donc, on avait, dès la création de l'Union européenne, permis une dérogation autorisant les États à intervenir sur le marché, c'est-à-dire une dérogation au concept d'aide d'État. C'est-à-dire que dans l'objectif de construire un marché libre et non faussé, les États se devaient d'interdire tout financement public avec le risque de voir ce financement qualifié d'aide d'État. Donc, dès la construction de l'Union européenne, il y a cette dérogation possible. Et cette dérogation, elle vise le financement de services économiques d'intérêt général. Alors, on utilise ce terme puisque le droit de l'Union européenne doit parler à 27 États et donc il faut que le vocabulaire employé soit le plus neutre possible. On n'utilise pas le terme service public, qui a une conception bien propre dans notre régime juridique français, mais qui ne trouve pas forcément son pareil dans d'autres régimes. On n'utilise pas le terme utilité sociale. On va utiliser des concepts qui vont avoir une définition et une conception la plus large possible. Donc, dès l'origine, possibilité de financer des activités d'intérêt général. Alors, le traité ne proposait pas de méthodologie de mise en œuvre, ni de conditions fixes pour financer ces activités d'intérêt général. Dans une première phase, on va avoir des textes sectoriels qui vont accompagner les services en réseau, la poste, les transports, les télécommunications, qui, eux, vont être dotés de règlements et de textes spécifiques qui vont permettre aux États d'avoir une ligne de conduite et une méthodologie pour pouvoir financer, soutenir ces services d'intérêt général qui ont besoin pour fonctionner de financement public. Le problème, c'est que pendant très longtemps, on n'a pas eu de méthodologie pour financer les activités d'intérêt général qui n'étaient pas organisées en réseau. Je pense au secteur des solidarités, des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, le secteur de l'enfance en danger. Tous ces secteurs-là n'avaient pas bénéficié de textes pour venir guider les États dans l'octroi des financements publics. Cette absence d'outils a été problématique puisqu'elle insécurisait les pratiques. Ni la Commission ni le Parlement n'ont voulu intervenir pour venir réglementer et fixer un cadre. Il a donc fallu attendre 2003 pour qu'une jurisprudence, la jurisprudence Altmark, fasse œuvre de création prétorienne et vienne guider les États dans la mise en œuvre de financements dédiés à des activités d'intérêt général. C'est à partir de cette jurisprudence-là que la Commission n'a eu d'autre choix que d'intervenir pour venir donner une assise juridique à cette jurisprudence. Et c'est de là qu'est né le mandatement, qui est l'outil qui aujourd'hui permet, qui fixe une méthodologie pour permettre aux États de venir financer des activités d'intérêt général. Donc, on a aujourd'hui, sur le champ social et médico-social, une vraie interconnexion entre le droit de l'Union européenne et le financement des activités d'intérêt général, les fameux SIEG, puisque, et ça a été rappelé à plusieurs reprises par nos ministères, les activités aujourd'hui qui recouvrent le champ de l'aide à la personne, de la personne âgée, des publics en situation de handicap, constituent des services économiques d'intérêt général au regard du droit de l'Union européenne. Alors, le terme économique accolé à des activités comme cela peut surprendre, mais en réalité, au niveau du droit de l'Union européenne, la conception de notion d'activité économique est extrêmement extensive. À partir du moment où je viens
satisfaire un besoin, répondre à un besoin sur le marché au niveau du droit de l'Union européenne. Je relève d'une activité économique. Donc, il n'y a pas de gros mots à dire aujourd'hui qu'une partie des activités sociales et médico-sociales revêtent un caractère économique au sens du droit de l'Union européenne. C'est une vraie réalité et c'est pour ça, et c'est l'objet du webinaire aujourd'hui, c'est d'exposer un petit peu quelles sont les règles prévues par le droit de l'Union européenne pour autoriser le financement et dans la dernière partie de ce webinaire, étudier en quoi le financement aujourd'hui du secteur social et médico-social à travers le CEPOM n'est que partiellement compatible avec le droit de l'Union européenne. Merci beaucoup. Vous avez utilisé le terme de mandatement et on sent qu'il est important dans cette histoire. Est-ce que déjà au sens du droit européen, vous pouvez nous le définir? Alors j'aurais d'autant plus plaisir à vous le définir puisque c'est un sujet qui m'a hanté pendant plusieurs années puisque c'était mon sujet de thèse. Donc le mandatement, c'est ce fameux outil qui est venu sécuriser, encadrer, proposer une méthodologie aux États pour rendre régulier au regard, compatible au regard du droit de l'Union européenne, l'octroi de financement des activités d'intérêt général. Avant l'arrêt Altmark de 2003, aucune méthodologie n'était prévue. Seul le traité nous disait les entreprises doivent être chargées de la gestion d'un service économique d'intérêt général. Mais aucun texte de droit dérivé n'était pris pour venir étayer cette méthodologie. Le mandat, il a été conceptualisé et développé au travers de deux grandes séries de textes prises par la Commission, le paquet dit Monticross de 2005 et le paquet dit Almunia de 2011. Cette série de textes vient fixer un cadre pour permettre le financement des activités d'intérêt général. Cette méthodologie, elle se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est qu'il faut que les États qualifient en SIEG l'activité qu'ils souhaitent financer. C'est-à-dire qu'on ne s'autoproclame pas SIEG, il faut impérativement qu'il y ait une démarche de la part des administrations pour pouvoir financer ensuite ce SIEG. Ensuite, il faut que ce mandat prenne une forme matérialisée, officielle. Il n'y a pas forcément besoin que, en droit interne, les États se dotent d'outils juridiques appelés mandats. Il peut y avoir une assise législative, réglementaire, conventionnelle. Le mandat peut être aussi un ensemble d'outils. On peut avoir un mandatement qui prend la forme d'une disposition législative à laquelle est accolée une convention. Donc ça, il y a une souplesse au niveau de la matérialisation du mandatement qui est prévu. Ce mandat, surtout, il doit préciser la nature des obligations de service public mis à la charge du gestionnaire, c'est-à-dire quelles vont être les missions et les objectifs que le gestionnaire devra accomplir, le territoire concerné par la mise en œuvre de ces activités et surtout les paramètres de calcul, de contrôle, de révision des modalités de financement octroyées aux gestionnaires. Et là, c'est vraiment très important puisque, comme on l'a rappelé en introduction, le droit de l'Union européenne s'est basé sur une volonté de construire un marché libre et non faussé. Et donc, il y a un contrôle et un conditionnement de l'octroi des financements publics extrêmement sévères. Et à travers les modalités de financement qui sont développées dans l'acte de mandatement, on doit être en mesure de justifier de l'octroi des paramètres de calcul de compensation. On doit justifier de l'absence de surcompensation, auquel cas il y aurait un avantage octroyé à un gestionnaire. Et on doit bien évidemment justifier des modalités de financement. Alors le droit dérivé prévoit deux modalités de compensation, deux modalités de financement public. Soit on choisit le gestionnaire à l'issue d'une procédure de marché public, et dans ces cas-là, on n'a pas besoin de faire apparaître plus de paramètres économiques que cela, puisque dans la doctrine de l'Union européenne, sélectionner le candidat dans le cadre d'une procédure de marché public, c'est sélectionner le service au moindre coût par la collectivité. Soit, s'il n'y a pas eu de procédure de marché public, il faut que les modalités de compensation d'octroi des financements publics soient établies en prenant comme référence une entreprise moyenne bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires. Donc ça veut dire que le droit de l'Union européenne
pour rendre conforme à la réglementation du droit primaire, du droit dérivé et conforme à l'interdiction des aides d'État, subordonne l'octroi de financement public aux règles du mandatement qui prévoit une méthodologie relativement stricte. Et c'est cette méthodologie, à notre sens, qui fait défaut aujourd'hui dans le secteur social et médico-social. Merci beaucoup. Je crois qu'on comprend un peu mieux ce que le droit européen veut. Maintenant, qu'est-ce que le droit français met en face? Je serais tenté de dire, qu'est-ce qui, dans notre arsenal juridique, peut répondre à cette demande d'un mandatement? Alors, plusieurs choses. À partir du moment où l'outil proposé par le droit de l'Union européenne est extrêmement souple, le champ des possibles est extrêmement large. Mais il n'empêche que la méthodologie qu'impose le mandatement, c'est une méthodologie qui repose sur une chronologie très stricte. Et la première étape de cette chronologie, c'est une étude du marché pour procéder de prime abord à la qualification en service économique d'intérêt général d'une activité. Et là, rien qu'à travers ce premier critère, on voit que ce n'est pas du tout la méthodologie employée en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recherche de qualification de ce qui relève d'une activité économique ou pas. Or, à mon sens, il y a un chantier énorme qui mériterait d'être mené, ne serait-ce que sur le champ social et médico-social, puisque l'ensemble des ESMS qui sont listés à l'article L312.1 du Code de l'action sociale et des familles permettent des interventions aussi bien sur le champ de la personne âgée, de la personne en situation de handicap, des établissements, des services à domicile, des prises en charge en diffus, des prises en charge en dispositif, des interventions sur le champ de la dictologie, de l'hébergement d'urgence, des services à domicile. On a un panel d'activités aujourd'hui qui n'est pas qualifié. Et à mon sens, le premier travail qui mériterait d'être opéré en interne, en droit interne, c'est ce travail de qualification. Sur un certain nombre d'activités, à mon sens, la qualification d'activité économique ne se discute presque plus. On l'a vu sur le champ de la personne âgée, un certain nombre d'établissements et de services pour personnes en situation de handicap ou les services à domicile où il y a clairement une dimension concurrentielle aujourd'hui et on peut réellement parler de marché. Donc ces activités-là, à mon sens, doivent être qualifiées d'activités économiques. Sur un certain nombre d'autres activités qui font partie du champ social et médico-social, je pense notamment aux maisons d'enfants à caractère social, le champ de l'enfance en danger, voire parfois même de l'hébergement d'urgence, où en réalité il n'y a aucune participation financière des usagers. On est sur un accueil 24/24, une disponibilité des gestionnaires extrêmement importante, hein. Je pense que certains gestionnaires de MEX se doivent en permanence d'être prêts à accueillir la totalité de la capacité autorisée, dimanche et jours fériés, voire même la nuit maintenant, vu le déversement qu'il y a d'accueil d'urgence sur le champ associatif. Et donc là, je pense que sur ce champ-là d'activité, il y aurait une discussion sur la qualification d'économique ou non de ces activités. Mais ça, ce serait déjà la première étape. Une fois qu'on a qualifié une activité en SIEG, il faut déterminer comment je sélectionne mes gestionnaires. Alors là, la procédure introduite par la loi HPST de 2009, effectivement, introduit une procédure d'appel à projet, qui est une pseudo-procédure de mise en concurrence des gestionnaires. Donc là, on est, on va dire, dans une procédure qui est plus eurocompatible qu'il n'y paraît, mais une procédure qui est incomplète puisque cette procédure, elle n'est mise en œuvre que au moment de la création, de l'extension ou de la transformation d'établissements, mais elle n'est pas mobilisée lorsqu'il y a transfert d'autorisation, ce qui, à mon sens, est un vrai manquement par rapport au droit de l'Union européenne. S'il y a mise en concurrence des gestionnaires au moment de la délivrance de la première autorisation, il faudrait qu'il y ait également possibilité à tous les gestionnaires de pouvoir venir candidater à la reprise d'un établissement qui cède son autorisation. La procédure d'appel à projet, elle mériterait également d'être travaillée pour être davantage eurocompatible, puisque aujourd'hui, on subordonne la délivrance de l'autorisation à la procédure d'appel à projet si le gestionnaire utilise des financements publics, ce qui est le cas à 99,9%. Mais si on voulait être eurocompatible,
ce serait en fonction de la nature économique ou non de l'activité. Là encore, toujours pour être raccord par rapport au paquet Almunia. Ensuite, il y a comment je finance ces activités une fois qu'elles ont été qualifiées de SIEG et une fois que j'ai sélectionné les gestionnaires qui vont mettre en œuvre ces services. Et bien là encore, on voit que notre cadre juridique soit lié au CEPOM avec une base conventionnelle et un arrêté tarifaire annuel, soit mes établissements qui demeurent en procédure tarifaire annuelle. On n'est pas dans les clous des paquets Almunia, puisqu'en réalité, sur le terrain, on voit bien que le contenu des CEPOM n'est pas aussi précis que ce que l'exige le droit de l'Union européenne. Je pense notamment aux modalités d'octroi des produits de la tarification, et la Cour des comptes l'a rappelé il n'y a pas très longtemps, qui sont encore empreints d'une très grande subjectivité. Aujourd'hui, on a du mal à comprendre pourquoi un gestionnaire A touche un prix de journée de 150 euros, tandis qu'un gestionnaire B, situé à une soixantaine de kilomètres et qui gère la même chose, va se voir octroyer un prix de journée complètement différent. Et donc là, sur le secteur, il y a une vraie objectivation des moyens alloués, construire éventuellement des grilles de référence nationales, des indicateurs nationaux pour gagner en impartialité dans l'octroi des financements. Ça, c'est vraiment important. Il y a également sur l'outil qui est notre CEPOM un travail à faire sur leur durée. En France, le code se cantonne à des durées quinquennales maximum de 2 à 5 ans, alors qu'en réalité, au niveau du droit de l'Union européenne, on ne nous dit pas qu'il faut que le mandatement soit limité à 5 ans. Au contraire, il y a une adéquation permise par rapport aux amortissements qui peuvent être nécessaires pour une activité donnée. Je pense à certains handicaps très lourds qui nécessitent des investissements particuliers. Donc on voit bien que entre ce qui est pensé au niveau national et les évolutions ou les contraintes permises par le droit de l'Union européenne, il y a encore un gap. On a un peu l'impression qu'on a un code de l'action sociale et des familles qui fonctionne dans son coin et le droit de l'Union européenne qui a créé des outils mais qui restent insuffisamment utilisés dans le quotidien. Si, quand on cite le CEPOM, on parle souvent en même temps de l'état prévisionnel des recettes et dépenses, le PRD, qui est un dispositif juridique qui est déployé généralement en même temps. Et pouvez-vous nous expliquer comment les deux sont complémentaires à travers le prisme du droit européen? Alors oui, effectivement, la diffusion du CEPOM obligatoire dans le secteur médico-social s'est accompagnée d'une refonte des modalités de financement de ces établissements et services. C'est-à-dire que on est passé d'une procédure budgétaire annuelle avec le dépôt d'un budget prévisionnel au 31 octobre, une phase contradictoire à l'issue de laquelle un arrêté tarifaire annuel était pris, puis une discussion l'année suivante autour du compte administratif. Quand on passe sous CEPOM obligatoire, on met fin à cette procédure budgétaire annuelle, puisqu'on doit désormais être soumis à un état prévisionnel des recettes et des dépenses, un EPRD, qui répond à une logique tout à fait différente, puisque le gestionnaire se doit de déposer au 31 octobre l'état de son activité prévisionnelle. C'est l'administration qui a la main en octroyant à travers un arrêté les produits de la tarification et les gestionnaires ne font que ventiler les produits de la tarification à travers le PRD. Autre élément important, dans le cadre des CEPOM obligatoires, il y a un ERD à déposer qui est l'équivalent entre guillemets du compte administratif, mais le changement en termes de réglementation qui est notable, c'est au niveau des déficits. En procédure budgétaire annuelle, mon compte administratif, s'il est déposé en excédent, mon excédent sera reventilé sur les exercices suivants. Si j'ai fait du déficit, hormis le cas très restrictif d'un rejet de dépenses, mon déficit était obligatoirement repris par l'autorité tarifaire. C'était une obligation prévue par le code. Cette obligation, elle a disparu dans les établissements soumis à EPRD, et ce qui pose des difficultés très importantes et ce qui a conduit à un regain du contentieux tarifaire sur cette question, puisqu'aujourd'hui, certains gestionnaires cumulent des déficits pendant toute la durée du CEPOM sans visibilité sur leur reprise, ce qui leur pose des difficultés économiques très importantes. Ça, c'est le mécanisme de l'EPRD.
Maintenant, si je regarde le mécanisme de l'EPRD par rapport au droit de l'Union européenne, il y a plusieurs éléments. On a dans l'esprit de l'EPRD une volonté de responsabiliser le gestionnaire et de fonctionner par enveloppe constante, mais à quasi enveloppe constante. Puisque ce qu'on voit, c'est que l'EPRD et surtout les produits de la tarification alloués dans le cadre d'un CEPOM sont interdépendants de l'augmentation des dotations régionales limitatives ou du taux de pourcentage d'évolution des dépenses voté par les conseils départementaux. Donc là, cette logique de responsabilité, de vision pluriannuelle, on est dans de l'eurocompatibilité. Mais là où la pratique des EPRD et des CEPOM obligatoires nous font tiquer et nous font dire qu'on s'éloigne de la logique européenne, c'est qu'aujourd'hui, en pratique, on voit que les produits de la tarification sous CEPOM sont déconnectés des besoins. C'est-à-dire que la première année du CEPOM, on se met d'accord sur une enveloppe, notre fameux budget base zéro, et qu'ensuite, ce budget, il n'évolue pas en fonction des objectifs, des besoins ou de l'évolution qui pourrait survenir. Je pense à l'inflation, je pense au coût des revalorisations salariales. On a, dans la pratique aujourd'hui, déconnecté l'octroi des financements publics de la réalité de terrain. Ce qui n'était pas le cas avant, puisque la procédure annuelle, et notamment la procédure contradictoire, obligeait une confrontation entre les besoins du terrain et les moyens alloués et impliquait au niveau de l'autorité tarifaire une réelle justification des abattements proposés. Dans le CEPOM obligatoire et notamment avec le PRD, on n'est vraiment plus du tout dans ça. On a quasi plus de dialogue annuel de gestion, c'est-à-dire que le gestionnaire attend l'arrêté tarifaire et se contente de ventiler ce qu'on a bien voulu lui allouer dans le PRD. Et ça, pour moi, c'est pas eurocompatible, puisque si on se place dans la logique économique qui est le droit de l'Union européenne, le gestionnaire qui met en œuvre un SIEG a droit au financement public, puisque ce sont des activités qui ne seraient pas naturellement prestées par les prestataires économiques s'il n'y avait pas de soutien public. Et là, on revient vraiment au cœur du secteur social et médico-social, c'est qu'aujourd'hui, si on n'accompagne pas le financement d'un certain nombre d'activités, eh bien, il y a des besoins en termes de prise en charge qui ne seront pas satisfaits. Et si aujourd'hui, il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas d'électrochoc sur les modalités dont le secteur est aujourd'hui financé, on risque de se retrouver avec des gestionnaires qui décident de replier leur activité sur un certain type de public, et on commence à le voir sur un certain nombre de domaines. Je pense notamment aux EHPAD. Je pense également à certains gestionnaires sur le secteur du handicap qui, compte tenu de l'absence de reprise des déficits, ont décidé, envisagent du moins dans les prochains mois, de resserrer une partie de leur activité sur les établissements et les services les moins déficitaires et, parlons crûment, sur les publics les moins compliqués à prendre en charge. Donc là, on a vraiment une logique nationale qui est celle clairement de fonctionner avec des enveloppes dont on maîtrise le coût et éviter d'avoir à rallonger en permanence des budgets. Il y avait peut-être des économies à faire, je ne dis pas que ce n'était pas le cas sur certains secteurs, mais en tout cas, on est vraiment aujourd'hui sur des enveloppes qui évoluent de manière complètement déconnectée des besoins du terrain et logique au niveau du droit de l'Union européenne qui ne prône pas du tout ça. Alors, le droit de l'Union européenne, c'est pas ouvrir les vannes et financer tout ce qu'on a envie, non. Mais il y a une logique de juste compensation. Et aujourd'hui, ces dernières semaines, ces derniers mois, on voit qu'on n'est plus dans cette juste compensation, puisque l'Assemblée des départements de France a pris une position très claire fin septembre, qui est de dire, nous, on ne financera pas les revalorisations issues du Ségur pour tous, sauf que ce refus de prise en charge, ça se traduit par des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros, pour certains gestionnaires qui ne seront pas compensés. Sauf que les gestionnaires, qu'ils soient lucratifs, non lucratifs ou publics, ne pourront pas continuer à mettre en œuvre des activités si derrière il n'y a pas une juste compensation. Et je rebondis sur une dernière remarque importante, c'est qu'aujourd'hui le CEPOM, la trame qui est aujourd'hui proposée par les autorités tarifaires, est pour moi incomplète. Signer aujourd'hui un CEPOM tel qu'il est proposé par les autorités administratives, c'est forcément générer du déficit. Pourquoi? Puisqu'il n'y a aucune clause qui permet de sécuriser les gestionnaires en cas d'augmentation imprévue du gaz, du carburant ou du coût du travail. Personne aujourd'hui, dans tous les secteurs d'économie confondus, ne souhaiterait réaliser une activité économique dans ces conditions-là.
Aucune entreprise du BTP ne signerait un marché public avec aussi peu de garanties. Aucune entreprise n'irait signer des délégations de services publics ou de partenariats public-privé s'il n'y avait pas un verrou au niveau des financements promis par l'autorité publique. Aujourd'hui, le médico-social, le problème, c'est que les gestionnaires signent des CEPOM où ils s'engagent à mettre en œuvre des objectifs, des missions, voire même transformer leur offre de manière très importante, je pense notamment au dispositif, mais sans aucun verrou financier. Et c'est souvent d'ailleurs la réponse qui est formulée par les autorités tarifaires, c'est vous vous êtes engagé sur la base d'un CEPOM, on a défini une dotation globale, elle évoluera de 0,8% par an ou de 1% par an. Circuler, il n'y a rien à voir, les déficits ne seront pas pris en charge. Donc là, on a vraiment une déconnexion entre les enveloppes et les besoins du terrain. Si, euh, donc, un peu pour résumer, mais vous avez déjà donné des éléments de réponse. Est-ce que selon vous, la situation des établissements sanitaires socio-médico-sociaux français, elle vous semble sûre au regard d'un possible contentieux européen et avec tous les questionnements que vous avez évoqués? À mon sens, il y a une grande fragilité. Si demain il y a une plainte qui est déposée à la Commission de l'Union européenne ou si une question de préjudicielle est posée par une des juridictions nationales à la juridiction de l'Union européenne, il y a un vrai risque de sanction de l'État français. Ne serait-ce que parce que les éléments élémentaires de rédaction et de la méthodologie du mandatement n'est pas respectée. Donc là, il y a une vraie instabilité qui pèse sur le secteur. Pourtant, il y aurait matière à avoir une vraie réflexion qui pourrait être bénéfique pour tout le monde, à la fois pour les autorités publiques et à la fois pour les gestionnaires, d'avoir des vrais outils nationaux de comparaison de coûts. On le voit bien, l'évolution de l'offre se fait sans visibilité sur les coûts. Une expérimentation est menée sur l'évaluation des coûts des dispositifs, qui est une nouvelle modalité de prise en charge des publics vulnérables. On voit bien que sur le financement de ces dispositifs, on est un peu perdu puisqu'on n'a pas d'indicateurs de référence, on n'a pas d'indicateurs nationaux qui permettraient de guider. Donc là, je pense qu'il y a un vrai chantier à ouvrir sur ces questions-là. Le risque, il est la plainte à la Commission de l'Union européenne. Le risque également au niveau de la jurisprudence, c'est de la qualification en aide d'État d'un certain nombre de financements. Donc, on a effectivement, dans les années à venir, un potentiel revirement jurisprudentiel qui viendrait mettre à mal le système de financement des ESMS en France. Ça vous semble Ce risque, il vous semble plus ou moins grand suivant les secteurs, par exemple l'enfance, le grand âge, le handicap? Oui, effectivement, comme on l'évoquait tout à l'heure, le risque, il reposera surtout sur les champs d'activité qui pourraient être qualifiés d'économiques, c'est-à-dire de SIEG, puisque la réglementation qui porte interdiction des aides d'État ne s'intéresse qu'aux activités qualifiées d'économiques. Donc, si, ne serait-ce qu'en France, on faisait l'effort de sortir du champ économique un certain nombre d'activités, on pourrait les sécuriser. Maintenant, c'est pas parce qu'on fait le travail de qualification en France que le juge de l'Union européenne aura le même regard, puisque on le sait, que ce soit la Commission ou le tribunal de première instance de l'Union européenne ou la CJUE peuvent s'émanciper des qualifications juridiques nationales. Donc, même si on fait ce travail de qualification, il pourrait toujours être mis en cause à échelon de l'Union européenne. Si, enfin, dernière question, dans votre activité professionnelle, les acteurs que vous côtoyez, est-ce que vous diriez qu'ils sont conscients de ce risque d'incompatibilité et des enjeux que vous soulevez? Non, pas du tout. La dimension européenne, elle n'est pas du tout présente dans la discussion des CEPOM, que ce soit côté gestionnaire comme côté administration. Il n'y a pas du tout de référence de fait aux textes liés au mandatement, par exemple. J'ai envie de dire que l'État français a souvent tendance à agir en fonction du contentieux.
Par exemple, sur le secteur des services à domicile, il y a eu une plainte en 2015 d'un gestionnaire privé. C'est la plainte à la commission qui a ensuite poussé à une modification législative puisqu'on avait historiquement une dualité des régimes sur les services à domicile avec le régime de la déclaration et le régime de l'autorisation qui a été refondu avec la loi ASB. Et quand on regarde les derniers modèles de convention et de CEPOM qui ont été diffusés sur le secteur du domicile, il y a la référence au texte de droit de l'Union européenne. Donc en fait, il faut quasiment qu'il y ait un contentieux ou une menace de contentieux pour que le secteur, que l'État réagisse. Donc on voit bien que tant qu'il n'y aura pas de prise de conscience ou de jurisprudence, je suis pas sûre que l'État veuille se lancer dans ce chantier-là. Merci beaucoup. On va terminer comme on a l'habitude de le faire avec des questions-réponses de la salle. Alors, je commence avec la première question qui est de mon excellente collègue Gaëlle Chénet qui nous pose la question, est-ce que d'autres pays recourent au CEPOM dans le champ social ou médico-social? Alors, le CEPOM en lui-même, je ne sais pas. Il y a différentes modalités de financement des activités, mais qui reposent aussi sur des constructions historiques très différentes. Et c'est bien toute la complexité au niveau de l'Union européenne, c'est qu'on a des pays avec une tradition d'intervention publique très très forte, des pays qui ont une intervention lucrative beaucoup plus prépondérante, et puis des pays où le secteur non lucratif, associatif est prédominant. Donc il n'y a pas de modèle unique au niveau de l'Union européenne, il n'y a pas d'outils communs. Peut-être qu'un jour ces outils-là émergeront. En tout cas, les dernières communications de la Commission laissent entendre que les activités d'intérêt général ne sont plus vues uniquement comme une menace pour le marché commun, mais on voit qu'il y a quand même une volonté de créer une doctrine et une philosophie au niveau notamment de la qualité. Donc peut-être qu'un jour on aura des outils au niveau du droit de l'Union européenne, mais en tout cas, il n'y a pas d'uniformisation en termes d'outils. Merci beaucoup. Autre question de Gaël Chénet. Alors, quelle est la position du droit européen quant à la nature du CEPOM? Alors peut-être qu'il n'y en a pas finalement puisqu'il n'y a pas eu de contentieux. Est-ce que au regard du droit européen, c'est plutôt un contrat ou un acte unilatéral négocié? Et est-ce que il produit une atteinte à la liberté contractuelle des ESMS? Alors, plusieurs questions en une. À ma connaissance, pour l'instant, le CEPOM tel qu'il existe dans le secteur social et médico-social n'a pas fait l'objet d'analyse par le juge de l'Union européenne. Donc, on ne peut pas confirmer de son eurocompatibilité, on peut même en douter. Mais ça, la réponse appartiendra au juge de l'Union européenne le jour où il aura sur son bureau un contentieux qui traitera de la question. Concernant la nature du mandatement, c'est vraiment les champs des possibles sont ouverts, puisque le mandatement, il peut être constitué d'un acte, mais également de plusieurs actes. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de créer une nouvelle catégorie juridique qui s'appellerait mandatement. On peut se reposer à la fois sur des dispositions nationales, législatives, réglementaires, et également des arrêtés, et également des CEPOM. C'est-à-dire que ça me semblerait pas du tout incongru que le mandatement repose en droit interne à la fois sur l'arrêté d'autorisation, l'arrêté tarifaire, le CEPOM. L'objectif, c'est que tous les critères du mandatement soient présents, qu'ils soient sur une assise contractuelle ou une assise législative ou réglementaire. Ça, il y a vraiment il y a une souplesse qui est donnée au niveau de l'Union européenne. Et d'ailleurs, il y a une jurisprudence qui est venue indiquer que une simple autorisation ne valait pas mandatement. Donc on a sur certains secteurs de la jurisprudence, peu nombreuses, mais on en a eu quelques-unes, qui sont venues par petites touches, venues indiquer les pistes que la forme du mandatement devait prendre. Mais aujourd'hui, tous les champs du possible
sont ouverts. L'objectif, c'est que la fameuse chronologie et les critères du mandatement soient respectés. Après, sur la question de savoir si le mandatement devait être un outil unilatéral ou un outil unilatéral négocié ou un CEPOM, c'est ça? Est-ce que le CEPOM est un contrat ou un acte unilatéral négocié? Alors, il y avait une première instruction qui disait que le CEPOM était un contrat administratif. Il y a eu un tout petit peu de jurisprudence tarifaire qui nous ont indiqué que les autorités administratives n'étaient pas liées par les moyens annoncés dans le CEPOM. Sur une période encore plus récente, en juin dernier, on a encore eu de la jurisprudence qui nous indique que les dépenses obligatoires et légales non prévues dans le CEPOM doivent être intégrées lorsque ces dépenses-là surviennent. Aujourd'hui, la jurisprudence et la nature en tant que telle du CEPOM, elle n'est pas fixée. Très clairement, le Code de l'action sociale et des familles, il est muet. En pratique, le CEPOM s'assimile beaucoup plus à un acte unilatéral très peu négocié, puisqu'on le voit, et nous, on accompagne sur les phases pré-CEPOM et pendant CEPOM. En réalité, la marge de manœuvre, elle est extrêmement limitée mais aussi parce que les gestionnaires ne s'en saisissent pas forcément non plus. Ils n'ont pas forcément saisi tous les enjeux qui se jouent au moment de la signature du CEPOM. Il y a eu à ce sujet-là une intervention très intéressante de l'ANAP en juin dernier, puisqu'ils se sont rendus compte du retard phénoménal de conclusion des CEPOM, de l'absence de méthodologie au local des autorités tarifaires pour mener à bien ces discussions conventionnelles. Et on se rend compte que la nouvelle consigne administrative, c'est de faire du CEPOM un outil de réorientation des politiques publiques et un outil de restructuration de l'offre. Donc pour moi, la messe est dite, la dimension contractuelle du CEPOM va être réduite, puisque les outils de la NAP indiquent que les autorités tarifaires auront la possibilité d'imposer des objectifs. À partir du moment où on impose des objectifs, on n'est plus dans le contractuel, hein, on s'approche de l'unilatéralité. L'enjeu, il est que la pratique du CEPOM aujourd'hui en fait un outil très différent de l'esprit du Code de l'action sociale et des familles. À la base, le CEPOM, c'était pas uniquement un outil de définition des objectifs, c'était objectifs et moyens. Et quand on voit aujourd'hui les outils ANAP qui indiquent que le CEPOM ne doit pas être l'outil cardinal pour la tarification, ben mince, parce que si on liste des objectifs, on me demande de réorganiser l'offre sur le terrain, pourquoi ne pas développer sur les moyens? Aujourd'hui, on a vraiment le volet moyen qui est vraiment quasi cristallisé avec ce pourcentage d'évolution et on a du mal à négocier des avenants sur le terrain. On produit des décisions budgétaires modificatives pour faire état de nouvelles dépenses qui s'imposent à nous, mais qui sont quasiment systématiquement rejetées. Donc, on a vraiment une difficulté de tous les jours à faire correspondre le contenu du CEPOM aux réalités des coûts des prestations. Merci beaucoup. Autre question de mon autre excellente collègue Hélène Krogeneck-Le Saoud. La généralisation des enquêtes nationales de coûts portées par la TIH dans le secteur médico-social ne participe-t-elle pas à l'objectivation de l'allocation des moyens attendus par l'UE? Elle cite notamment les équations tarifaires qui s'appuient sur ces ENC pour partie avec un cas qui est Séraphin PH. Oui, tout à fait. Séraphin PH, s'il aboutit réellement, aura effectivement un vrai impact sur l'eurocompatibilité de l'allocation des moyens sur le champ médico-social. Séraphin PH ne concerne en revanche pas tout le champ médico-social en France, mais si on parvient à objectiver le coût à la prestation en fonction des publics et à avoir une vraie grille objective et nationale, oui, on se rapprochera des objectifs du mandatement
Et d'ailleurs, à l'occasion de l'introduction de la tarification à l'acte dans le domaine sanitaire, l'État français s'était justifié auprès de l'Union européenne en disant que cette réforme-là participait à l'eurocompatibilité de l'octroi des financements publics. Séraphin-Péage, c'est la pseudo-tarification à l'acte du secteur du handicap, pour dire les choses très grossièrement. Donc, on peut penser que ce soit un gage d'objectivation du financement et de recompatibilité. Ça suffira pas parce que le médico-social se limite pas au secteur du handicap et il faut aussi avoir des outils qui soient pensés pour tous les publics. Je pense notamment aux discussions actuelles sur la prise en charge des publics handicapés vieillissants, où là, on a du mal à justifier et obtenir plus de moyens lorsqu'on a dans son établissement un public qui vieillit, puisque les autorités tarifaires ont tendance à se cacher derrière des moyennes de coûts départementales. Mais derrière ces moyennes départementales, on n'a pas forcément un panel qui est pertinent pour opérer des comparaisons en termes de nombre de professionnels par personne accompagnée, en termes de coûts. Donc, on a vraiment un gros travail au niveau national pour recueillir ces coûts et surtout les diffuser, puisque le problème aujourd'hui, c'est l'accessibilité à l'information. On ne peut pas éplucher tous les arrêtés tarifaires de son territoire pour comparer comment les moyens sont alloués et identifier des éventuelles inégalités. Il faudrait vraiment une boîte à outils nationale et accessible par tous pour pouvoir accéder à l'information, comparer les coûts et éventuellement identifier soit des surfinancements sur certains territoires ou au contraire pouvoir identifier des inégalités de traitement dans l'allocation des produits de la tarification. Si, dernière question, je pense, vu le temps qui court. Fatima Bella nous pose la question, un CPO, et je pense que l'oubli du M est volontaire, est-il légal? Euh, alors, sur cette question, on a déposé une QPC dans un dossier ayant trait à un CPOM obligatoire et Peut-être pour les béotiens, la et la QPC? question prioritaire de constitutionnalité et dans le raisonnement qu'on a tenu, on a effectivement soulevé l'atteinte à la liberté contractuelle, alors pas que. Effectivement, aujourd'hui, il y a un gap entre ce qui est prévu par le Code de l'action sociale et des familles et ce qu'est le CPOM en réalité en termes de négociation. La négociation n'existe quasiment pas. En tout cas, les prises des gestionnaires pour discuter de l'allocation des moyens se réduit à une peau de chagrin. Donc oui, le CPO, pour moi, il est illégal dans le sens où c'était pas l'esprit de l'outil prévu par la loi ASV ou par la loi de financement de la sécurité sociale pour le champ du handicap. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, tant qu'il n'y aura pas de sanction par un juge ou par le juge constitutionnel ou par le juge de l'Union européenne, on sera malheureusement obligé de faire avec. Mais l'important, c'est qu'au niveau de la négo, les gestionnaires montent au créneau pour faire valoir leurs droits et ne pas uniquement subir ce CPOM de manière à ce qu'il ne doit pas s'apparenter à un acte unilatéral avec des objectifs imposés et des moyens qui ne sont pas négociés. Merci beaucoup. Je rends la parole à Sylvie, peut-être pour un mot de conclusion et un appel aux prochaines manifestations du séminaire du mardi. Oui, merci Gaëlle et puis merci à notre intervenante pour un sujet à la fois très technique et passionnant. En tout cas, il y avait beaucoup de monde, je dirais, à l'écouter et il y a eu des questions aussi très affûtées. Alors, et même, voilà, j'étais très attentive à à tous ces questionnements que je ne connais pas, mais qui paraissent vraiment importants. En tout cas, on se retrouve le mardi 5 novembre sur un autre sujet en tout cas, l'organisation du travail et le bien-être, et on va un peu bouger puisqu'on va aller voir le Canada.
C'est un collègue, Arnaud Scayeres, qui est professeur de gestion des ressources humaines et qui est à l'école des hautes études publiques de l'Université de Moncton, Nouveau-Brunswick. Donc, vous voyez que on est aussi dans le cadre de l'internationalisation de nos webinaires. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée d'abord, évidemment une bonne semaine, et puis rappelez-vous que vous pouvez suivre aussi toutes les séances de webinaire, enfin en tout cas avoir les informations sur le site de l'EHESP et donc suivre aussi le programme. En tout cas, je vous remercie et puis je vous souhaite donc une bonne journée. À bientôt.